Par exemple, Jordan Bardella, que le compte officiel de l'Élysée s'attaque à un média privé en dit long sur la dérive de la présidence macroniste et sur le détournement des institutions. Voilà pourquoi la labellisation des médias est une idée dangereuse combattue par tous les démocrates cohérents. Encore une fois, Éric Tegner, c'est eux qui ont fait le plus bel aveu de ce qu'allait donner ce système de label. Si il fallait une preuve de ce que ça allait donner, des médias qui allaient être ciblés par cette organisation de label, eh bien la voilà. Ils nous ont donné la preuve de ce que ça allait donner et de qui allait être ciblé. Ils nous ciblent directement. C'était le but, évidemment, de cette organisation de label pour, oui, contrôler l'information et donc pour pouvoir montrer du doigt tel média qui n'aurait pas un discours favorable au président de la République. Oui, et ils se moquent du monde, quand même. Imaginez un petit peu la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, mais c'est pas nous, c'est Reporters sans frontières, ils vont s'en charger de façon totalement neutre. C'est comme si, Gauthier, vous me confiez la tâche d'être neutre aujourd'hui dans l'audiovisuel en France. Ben voilà, ça serait une vaste blague. Et ben c'est exactement la même chose sur Reporters sans frontières. Pardonnez-moi, mais j'ai envie de dire, ils sont spécialistes de ça, parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire semblant que ce n'est pas eux qui contrôlent différentes oppositions, ils créent des comités. Voilà. Donc ils sont à spécialité, par exemple, ils se disent, tiens, faut essayer de faire croire, par exemple, qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration. On va faire un rapport, bon, c'est lié à Matignon, hein, mais on arrive à faire semblant que c'est neutre. On crée une étude comme ça, on la met dans complément d'enquête jeudi dernier et on arrive à affirmer cette absurdité. La vérité, c'est que demain, objectivement, je pense que les gens à qui ils vont décerner ce label, eh bien, ça va leur faire perdre toute une série d'abonnés. Moi, j'espère que chez Frontier, on n'aura jamais ce label. Ah oui. Parce que, croyez-moi, toute une série de gens vont se désabonner, vont arrêter de suivre. C'est la même chose sur CNews. En fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui touche, il le tue. Si vous recevez le label, ça veut dire que vous plaisez au pouvoir en place et donc que vous faites partie du récit officiel. Quoi. Exactement. Et qu'en plus, vous êtes lié à Emmanuel Macron et vu qu'il lui reste 18 mois, il ne faudrait pas trop miser là-dessus. Donc peut-être qu'il y a des médias qui vont dire non, mais nous, on ne veut pas le label. Hein. On ne veut pas le label, on ne veut pas partie du récit officiel. Hein. Mais il y a pire. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron était dans l'avion, il y a eu cette échauffourée avec sa femme Brigitte Macron, et que la vidéo... Non, c'était chauffouré, arrêtez. C'était chauffouré. Cette émeute, c'était chauffouré. Il y a des petites... Oui, c'était chauffouré. Je trouve ça pondéré comme terme. C'est barricade. Non, mais c'était chauffouré. C'est pondéré comme terme. Ah non, mais c'est cette espèce de... Mais non, mais il se... Chamaillerie. Chamaillerie, c'est parfait. Et donc, sorti par Associated Press, quand même, c'est-à-dire Associated Press, la l'Élysée a dit que c'était faux. De l'IA. Et après, c'était de l'ingérence étrangère et les Russes. Les Russes. Donc à un moment, c'est du délire. Non mais l'anecdote présidentielle. L'anecdote, vous la voulez, c'est que celui qui a dit ça venait de débarquer à l'Élysée puisqu'il remplaçait la précédente conseillère internationale presse du président de la République. Et donc il a été dépassé par les événements. Il a dit que c'était de l'intelligence artificielle et que c'était les Russes, alors qu'évidemment l'image était bien réelle. Oui, non mais c'est vrai. Et il est toujours en place à l'Élysée pour ses compétences qui sont donc grandes. Certains préfèrent sa prédécesseur. Écoutez François-Xavier Bellamy justement sur cette information. Pendant des années, peut-être des décennies en France, il y a un camp politique, il y a une vision du monde qui a eu le monopole de l'information et le monopole du débat public, de l'organisation du débat public. Et ce camp, aujourd'hui, a perdu ce monopole parce que le pluralisme est revenu par le fait que de nouveaux médias se sont développés, le fait que de nouveaux discours se sont affirmés. La gauche pensait être certaine de régner pour toujours sur l'information. Et aujourd'hui, il y a d'autres voix, dont la vôtre. Et c'est précisément ce qui dérange. D'autres médias, dont le vôtre, c'est ce qui dérange ce camp qui aurait voulu garder pour toujours cette possibilité d'être le seul à dire le vrai et le bien. Ce n'est pas parce que notre président est en train de se poutiniser que nous devons l'accepter. Bon, les propos que vous tenez sont lourds. Mais c'est gravissime. Oui, non, mais vous n'êtes pas c'est absolument gravissime. Alexandre Jardin. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous les journaux ne fassent pas la une là-dessus. C'est un problème de démocratie. C'est pas un problème droite-gauche. On doit rester un peuple démocratique, libre. Vous avez, en tous les cas, cette formule, principes. je sais qu'elle fera polémique et elle sera débattue. Pardonnez-moi, vous avez dit, on a un président qui est en train de se poutiniser. De se poutiniser, de se trumpiser. Je veux dire, c'est indigne de la France. Ouais. Je veux dire, cet homme a une fonction qui n'est pas que technique. Il a aussi une fonction symbolique.
Il doit incarner la grandeur du peuple. Mais bien entendu, c'est-à-dire, et d'ailleurs, son label, bon, on en aurait bien eu besoin en 2016 quand l'ensemble de la presse prétendait que c'était le Mozart de la finance. On aurait évité 1000 milliards de dettes. Mais ça, passons, quand les médias ne suivent plus son agenda, c'est sûr que ça le dérange. Vous savez, dire qu'il y a une poutinisation d'Emmanuel Macron ne veut absolument pas dire qu'Emmanuel Macron est Poutine. Ça, c'est une certitude. Personne ne va dire cela. En revanche, ça souligne le fait que progressivement, on tend vers effectivement une fin de certaines libertés. Parce que, pardonnez-moi, si vous ne le dites pas avant que ça arrive, le jour où ça arrive, vous ne pouvez plus le dire. Bah ouais. Le jour où on vous coupe le micro, vous vous dites, tiens, je vais faire une émission pour dire qu'on n'a plus de micro. Non, finito le micro. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui est important. Quand vous avez un pays dans lequel, quand même, les subventions sont fléchées, dans lequel il y a des médias qui perdent leur agrément presse, dans lequel l'ensemble des associations qui vous amènent devant la 17e chambre de correctionnel viennent majoritairement d'associations subventionnées de la gauche comme SOS Racisme, etc. Lorsque finalement ils choisissent déjà, parce que pardonnez-moi, un certain nombre de médias de droite n'ont pas les accès à l'Élysée, à Matignon, etc. Que d'autres peuvent avoir. Peut-être que ça sera une conséquence. Une restriction des libertés. Vous n'avez pas le label, vous ne suivez pas les déplacements du président de la République. Je vous ai dit, mais vous rentrez pas. Vous n'avez pas accès à l'Assemblée nationale. Mais vous rentrez pas à l'Assemblée. Déjà, un certain nombre de médias étiquetés à droite, à l'extrême droite, ont depuis des années. Lorsque vous avez des comptes Instagram, des comptes Facebook, des chaînes YouTube qui disparaissent sur demande, et on l'a su sur le demande du gouvernement français alors que ça dépassait leurs prérogatives, pardonnez-moi, on est sur une restriction énorme des libertés. Lorsqu'il s'allie à certains médias comme finalement Mediapart pour commencer à désigner des professeurs notamment à Brest, en région Bretagne, pour dire attention, il pense mal, attention, il a liké le mauvais post LinkedIn, et que dans ce cas-là, ce professeur perd son emploi. Moi, j'appelle ça une forme de restriction des libertés. Et ça, c'est immense. Et donc, il faut être capable de le dire. Moi, franchement, on a perdu C8 et j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. On a habitué les gens. Et le peu de micros qui nous laisse encore, vous savez, c'est pour continuer à organiser. Parce que vous savez ce qu'il va nous dire finalement Emmanuel Macron, il aurait été bien plus malin de le faire. Il aurait dû dire, c'est pas moi, c'est l'Europe. Habituellement, c'est ce qui se passe. Habituellement, c'est un vieux truc, comité Théodule, personne n'en parle. Ceux qui le révèlent dans une enquête comme Valeurs Actuelles pourraient le faire, on dira c'est du complot, ça n'arrivera jamais. Et à la fin, ça arrive et c'est trop tard. Là, il avance à visage découvert. Pour le coup, c'est une bonne chose. Lorsqu'on est convoqué devant une commission parlementaire, on s'y soumet et on vient, en prêtant serment d'ailleurs, on vient répondre aux questions de la représentation nationale. C'est comme ça que ça marche dans la démocratie française. Moi, je crois que M. Mélenchon n'a pas envie de dire certaines choses, de reconnaître certaines choses, d'être cuisiné, d'être interrogé, d'être questionné. C'est facile de faire le beau sur les estrades, d'haranguer les foules, de faire monter la tension dans le pays. Mais lorsqu'il s'agit de répondre précisément aux ambiguïtés qu'il a avec l'islamisme, avec les réseaux islamistes, avec l'islam le plus radical de notre pays, eh bien, M. Mélenchon se défile. Donc c'est pas très courageux. On l'a connu plus vaillant, M. Mélenchon. Vous trouvez aussi qu'il se défile Éric Tegner, comme le dit Sébastien Chenu? Moi, je vais vous surprendre parce que je vais défendre Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que moi, je pense, contrairement à ce qu'a dit Jules Torres, qu'il viendra. Absolument, moi aussi. Je pense qu'il n'a rien caché. C'est-à-dire que le lien avec les islamistes, numéro de télé. À quel moment il va commencer à s'en cacher? Cette tribune-là lui permettra d'avoir plus de voix. Il va simplement dire, vous appelez islamiste des gens... Alors pourquoi il n'y va pas demain? Je suis d'accord. Il va y aller, pourquoi il n'y va pas demain? D'abord, il a été convoqué, il a reçu la convocation Samedi. ce week-end. C'est-à-dire qu'ils auraient... Mais il est même plus, il est plus élu, il fait plus rien. Oui, bon. Moi, je pense une chose, vous savez quoi? De toute façon, s'il propose ce week-end, vous croyez vraiment que la commission d'enquête va dire ah non, on le reçoit pas? Ouais, non. Il aime montrer qu'il a le contrôle du récit. Mais il cherche à provoquer. Il aime que tout le monde dise vous avez vu, il a peur, etc. Il finira par dire non les gars, j'ai pas peur, je viens et je vous donne un cours d'histoire. S'il vient samedi, ça va être un très beau JDD. Il faut pas le sous-estimer. Ça sera un grand moment de télé en plus, un grand moment de télé. Encore une fois, il est très grand moment de télé pour nous. Il assume sa politique et parce qu'il l'assume, je suis d'accord. Une partie des gens peuvent se dire dans le fond. Il va pas pouvoir. On verra comment il se défend, on verra ce qu'il faut. Vraiment. Pour un peu qu'il y ait des gens face à des questions précises. Oui, qu'il y ait des gens du MoDem dans la commission, ils peuvent être d'accord sur un certain nombre de choses également. Donc, Pipo et Mario, là. Harold Duwart, écoutez le député Lyotte. Ce qui est assez trouble, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments convergents qui mettent la France insoumise dans des rapports au-delà du communautarisme, mais vraiment avec des groupes de pensée qui sont très hostiles à la démocratie et à tout ce que la République défend. Vous savez quoi? Parce que Jean-Claude disait, Sébastien Ligny, on va avoir un beau moment de télé, mais on s'en fiche d'avoir un beau moment de télé. Il y a un homme qui fait rentrer avec son groupe les islamistes à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle les héritiers du CCF qui ont mené une cabale contre Samuel Paty. Il y a des députés LFI, Ercilia Soudet qui va rendre visite à un islamiste en garde à vue. C'est Elias Dimzalen. Un autre, Éric Coquerel, qui s'affiche avec lui en manifestation. Et vous n'êtes pas curieux d'avoir ces réponses? Mais ces réponses...
ça m'intéressera politiquement, évidemment, de diffuser ce qu'il dira. Mais on a surtout un parti politique qui se fourvoie avec les islamistes. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il aura du mal, qui sans défend le voile sur les petites filles, sur les fillettes. Vous me direz maintenant... Il y a quelqu'un du Modem qui les a invités dans maintenant... Il doit s'expliquer. Attendez, il doit s'expliquer. Oui, maintenant on a même un ministre de l'Intérieur qui défend le voilement des fillettes, enfin qui veut pas l'interdire. Donc vous me direz, tout est possible, mais Sébastien Ligné, on a un homme qui, pour des raisons électorales, est prêt à se compromettre avec les islamistes, avec cette idéologie qui a fait des morts dans notre pays. Il va falloir serrer les vis. Et je vais demander à Arnold de faire un plan. Votre autorité est sapée, Gauthier. Montrez. Voilà, regardez. Oh là là, il court. C'est bon. Vous disiez quoi? Pardonnez-moi, Gauthier. Est-ce qu'il se permettrait ça avec d'autres présentateurs? Vous n'étiez pas encore en train de tweeter, non? Non, pas du tout. Bon, le journal, Margot Siffer. Voilà ce qu'a a déclaré le procureur. Le mis en cause, retraité originaire du Tarn-et-Garonne, a reconnu immédiatement avoir écrasé un œuf sur le crâne de M. Bardella, tout en regrettant son geste et en estimant, il l'a déjà fait avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen sur ses bus, mais il regrette. Et en estimant ne pas avoir voulu lui faire mal. Il se disait totalement étranger à tout parti politique ou syndicat. Il justifiait notamment son acte qu'il estimait d'opposition par rapport à l'extrême droite. Éric Tegner, on voit quand même que cet homme qui regrette son acte très bien, a décidé de récidiver et s'en prend systématiquement à des personnes de droite. C'est-à-dire qu'il ne l'écrase pas d'eux sur des personnes de gauche. Et au passage, ceux qui assimilent Jordan Bardella à Adolf Hitler, comme on l'a entendu sur le service public il y a quelques jours, évidemment, ils ont une part de responsabilité parce que c'est comme Charlie Kirk. Vous avez tous les droits face à Hitler. Face à Hitler, s'en prendre à lui, c'est un acte de résistance. Donc vous êtes Jean Moulin si vous vous en prenez à Hitler. Évidemment qu'il y a une responsabilité parce que dans la chaîne, c'est un maillon de la chaîne. C'est comme Charlie Kirk, on l'a réduit ad Hitlerum, il s'est pris une balle dans la gorge. Bien entendu, moi je suis convaincu que les 18 prochains mois vont être extrêmement violents, c'est une certitude. Le problème de ce genre d'événement, c'est qu'en fait ça crée des émules. Donc on sait très bien qu'il y a énormément de militants d'extrême gauche répartis sur l'ensemble du territoire, y compris lorsqu'ils sont minoritaires, et qu'ils essaieront de faire ça, ou alors ils feront des opérations casseroles, etc., pour essayer de déranger les différents meetings ou rassemblements. Mais je veux vous dire, c'est une certitude aujourd'hui que l'audiovisuel public, une grande partie également de la presse et du système médiatico-politique, de toute façon, indirectement, va légitimer une forme de violence. À chaque fois que des journalistes de droite vont en manifestation, qu'ils se font violenter, qu'ils se font agresser, il ne se passe rien. Vous-même, vous avez été violenté en Bretagne cet été. C'est tous les jours. Moi, j'avais Antoine Léaumont et Raphaël Ils ont Arnaud, légitimé ce qui vous est arrivé. Et ils seront devant le tribunal le 3 décembre prochain, de l'année prochaine, bien entendu, puisque maintenant, il faut passer à une réponse judiciaire. Absolument. Il y en a ras-le-bol. C'est fondamental. On est habitué en fait à se prendre des coups, mais il faut répondre. Et c'est ça tout le temps. Vous savez, c'est devenu quelque chose. On est blasé finalement quand on est journaliste de droite d'aller dans une manifestation et de se faire agresser ou encore de se faire tabasser. C'est ça l'immense. Je pourrais citer aussi Jules Torres qui arrive régulièrement au collectif de Némésis, d'Alice Cordier. On se souvient de cette jeune femme qui s'était fait tirer par les cheveux Place de la République, qui s'appelle Anaïs, même chose, qui fait partie du même collectif. Il y a quand même une violence politique qui vient souvent de l'extrême gauche. C'est l'objectif, c'est-à-dire que ces gens-là veulent instaurer la terreur. Parce que, pardonnez-moi, moi je l'ai trouvé digne, Jordan Bardella, sur cette histoire, mais quand vous vous dites que finalement, à chaque fois qu'une personne va venir devant vous pour demander un autographe, potentiellement, il va vous en mettre une, voire pire, c'est une façon d'essayer d'instaurer de la terreur. La terreur dans des meetings, la terreur dans différents éléments. Et c'est ça les normes atteintes à la démocratie. Et moi, que sur ce moment-là, il n'y ait aucun député ou très peu de députés du bloc central qui s'indigne, moi, ça me révolte. Il y en a ras-le-bol. Quand Emmanuel Macron s'était pris une baffe, à l'époque, tout le monde... J'allais le répéter, le rappeler. Et là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont terrorisés que Jordan Bardella accède à l'Élysée. Ils sont terrorisés par ça. Ils ne veulent pas être les soutiens indirects de Jordan Bardella. Ces gens-là qui passent leur temps à nous faire des leçons de démocratie, à essayer d'expliquer que la droite c'est être fasciste, etc. Ils se fourvoient. Il y a même un exemple encore plus récent. Au moment de la dissolution, Prisca Thévenot est agressée. La députée macroniste. Il y a eu des tweets de Jordan Bardella. Il n'y a pas de tweet quand c'est l'inverse et quand c'est Jordan Bardella. J'ai pas fait le compte Twitter de Prisca Thévenot, mais est-ce qu'elle a soutenu Jordan Bardella? Tiens, je vais aller vérifier. Et son agresseur a été condamné à 23 mois de prison. C'est très important. 23 mois de prison, c'est un mois de moins que les 2 ans nécessaires où on ne peut plus aménager la peine. Donc il y a aussi cette question-là en fait. Parce que quand est-ce que ces gens vont aller en prison en fait? Vous savez, Charlie Kirk, c'était pareil. Oui, exactement. Il a raison sur Charlie Kirk. Vous savez ce qui apparaît sur les réseaux sociaux depuis l'assassinat de Charlie Kirk? L'expression « on va te faire une Charlie Kirk ». Ça, il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers. C'est arrivé à l'un de vos journalistes qui propose de débattre. Il fait des débats dans les universités, effectivement. Lino.
À chaque fois, Lino, il a fait 2 débats à l'université, que ce soit à Strasbourg et également à Aix-en-Provence, des milliers de commentaires qui disent on va te faire une Charlie Kirk. En gros, on va t'assassiner. C'est-à-dire, on s'est même retrouvé avec quelqu'un qui intervenait dans un débat où il y a eu une montage vidéo où on l'a mis à la place de Charlie Kirk lorsqu'il se prenait une balle dans la carotide. Le bras. Donc Emmanuel Macron, lorsqu'il nous parle des réseaux sociaux, de la haine sur les réseaux sociaux, c'est ça la haine. C'est ça la haine en fait, c'est là-dessus qu'il doit bosser. C'est là-dessus pour identifier ces individus qui font une véritable appel à menace de mort. Mais bon, vu que c'est antifasciste... Je me demande s'il y aura une polémique, Sébastien Ligny, sur les propos de Thomas Legrand. Nos pires ennemis, hein. On est nos pires ennemis, hein, parce qu'avec des gens comme ceux de la Ligue des droits de l'homme, les frères musulmans se marrent. Hein. Clair, ils nous regardent, ils se marrent. Hein. Ils peuvent rester en Turquie. Mais vous savez, j'ai un scoop. Il n'y a aucun Français de confession musulmane en France qui manifeste pour demander l'interdiction des crèches. C'est vrai. Dans les mosquées. C'est l'extrême gauche. Ah bah oui, c'est l'extrême gauche. Ils sont encore plus radicaux. Et je vais même vous dire, à Bruxelles, où ils ont fait une crèche sans visage, j'y étais ce week-end à Bruxelles. Il y a beaucoup de Bruxellois qui trouvent cette crèche ignoble, y compris des musulmans qui disent mais c'est horrible. Moi je venais avec mes enfants tous les ans à la Grand Place et je leur montrais la crèche parce que c'est une tradition et qu'on est dans un pays où il y a une crèche et un sapin. Donc et d'ailleurs celle qui a fait cette crèche c'est une pseudo-artiste. Elle a aucun lien avec l'islam politique. Hein. Donc c'est vraiment pour à chaque fois c'est toujours pareil. C'est pour plaire alors que ça ne plaît à personne. Mais ces gens-là sont tristes. On en avait parlé une fois. Ils sont tristes, ils sont malheureux. Ils passent leur temps à essayer de vous convaincre, de vous flageller et de vous flageller encore une fois, de détester votre histoire, de mettre les livres avec les grandes batailles et l'histoire de France qu'on aime tant, les mettre sur le côté. Vous voyez comment à chaque fois le Puy du Fou, ils s'acharnent dessus. Et vous savez quand on dit attention, ils vont commencer à s'en prendre aux fêtes de Noël, on nous dit mais ce sont des complotistes ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est grâce à Robert Ménard que chaque année, on comprend qu'effectivement ils veulent mettre fin à cette notion de Noël. Alors ça c'est Bruxelles. Ça c'est Bruxelles. Non mais regardez-moi la crèche Florence Bergeau-Blaclair qui observe l'islam politique avait dit la crèche charia compatible. Oui, ce que je voulais dire c'est que dans le même temps, ça scandalise personne aujourd'hui qu'à Strasbourg, parce qu'on parlait tout à l'heure de Strasbourg, Absolument. Il y a une construction d'une mosquée géante avec 2 minarets de près de 40 mètres de haut. Ça, évidemment, j'ai vu que Marion Maréchal a fait une vidéo devant... Non, mais c'est pas juste une mosquée géante. C'est une mosquée de Miligorus qui sont des islamistes turcs. Totalement. Donc, et là, il n'y a pas la Ligue des droits de l'homme. Ça, donc, c'est-à-dire qu'en France, on a des résistants d'opérette qui vont s'en prendre aux crèches, mais par contre, il n'y a plus personne pour aller montrer ce qui se passe dans l'Est de la France avec cette maire de Strasbourg écolo, qui va peut-être d'ailleurs être éjectée aux prochaines élections municipales, qui a juste permis qu'une mosquée... La plus grande mosquée d'Europe. Voilà, la plus grande mosquée d'Europe, financée par les Miligorus, donc qui sont des islamistes turcs, ouvre ses portes dans quelques mois parce qu'elle est en cours de construction. Et on entend Emmanuel Macron en permanence nous parler d'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère de M. Erdogan à travers Miligorus, évidemment, ça, on n'a pas le droit d'en parler. Là, ils sont pas là, les laïcards. Hein. Éric Tegner, c'est une bascule qu'on est en train de vivre. Ah mais bien entendu, il y a un seul ministère qui fonctionne aujourd'hui sous Emmanuel Macron, c'est le ministère de la propagande. C'est-à-dire que ça, à chaque fois, il va être mobilisé. Moi, je prends les choses extrêmement sérieusement. Hein. Je fais partie de ceux qui considèrent que si en 2027, la gauche ou le centre-gauche arrive au pouvoir, croyez-moi, ils vont mettre en place une véritable manœuvre de coercition pour faire en sorte que tous les médias de droite, toutes les associations de droite, tous ceux qui finalement n'auront pas appelé à voter pour ce qui sera à gauche contre Jordan Bardella ou contre Marine Le Pen, entendez bien, appeler à voter. C'est-à-dire que même le nini ne sera pas accepté. Eh bien, ces gens-là vont finir aux oubliettes de l'histoire. Vous savez, Emmanuel Macron, il y a quand même une énorme arnaque dans cette histoire, c'est qu'il s'est présenté comme un candidat libéral en 2017. D'ailleurs, je plains tous les gens comme Gaspard Koenig et d'autres qui font partie de cette mouvance libérale en France, qui ont cru dans Emmanuel Macron et qui ont vu en fait qu'il était aujourd'hui liberticide. Moi, vous savez, qui j'attends ce soir ? J'attends un communiqué de la Commission européenne. Vous savez, cette même Commission européenne qui a retraité 10 milliards d'aides à la Hongrie parce qu'ils considéraient justement que la Hongrie mettait fin à la liberté de la presse là-bas. La même Commission européenne qui a fait exactement la même chose en Pologne et qui, soit dit en passant, en ont profité du coup pour faire de l'ingérence étrangère parce qu'évidemment, c'est devenu un sujet dans les élections locales. On sait à quel point les élections d'ailleurs en Hongrie au mois d'avril prochain, un des sujets de différenciation de Viktor Orban et de son opposant, c'est qui va se réconcilier avec la Commission européenne. Donc c'est là on voit à quel point il y a une énorme arnaque aujourd'hui de cette Commission européenne qui a essayé de mettre au pas un certain nombre de pays sous prétexte de la défense de la liberté de la presse, alors que lorsqu'elle est attaquée quand même dans une des plus grandes démocraties au monde, c'est-à-dire la France, par quelqu'un qui se prétendait le défenseur des libertés, là évidemment, plus personne ne dira. Et ils ne font même plus semblant.
Ils auraient pu se dire, on met d'autres médias dans les... Oh là, non, c'est bon. On met Pascal Pro, on met Philippe de Villiers, 100% CNews, le label anti-CNews. On assume. Moi, je trouve ça absolument délirant. Vraiment, je me dis, mais parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Et je vais vous dire, vous savez, déjà, on peut collectivement en être fiers. Parce que si à un moment, on voit qu'il y a un pouvoir, tu sais, le but quand même du journalisme, c'est d'essayer d'avoir une petite son de cloche qui soit différent du pouvoir. Parce que, pardonnez-moi de rappeler un élément fondamental, c'est que d'abord, un média, c'est un contre-pouvoir. Hein. Ça fait partie des différents pouvoirs, c'est fondamental. Donc si on se retrouve aujourd'hui avec un pouvoir qui veut verrouiller, ça veut dire qu'il y a une partie des médias qui font leur job. Et donc ça, c'est une bonne chose. Le deuxième élément, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, qui pourtant est un pays en guerre, donc normalement, on pourrait considérer que quand vous êtes un pays en guerre, vous demandez à ce que les médias, la presse, se mettent d'un seul chef derrière le président. Eh bien, en Ukraine, il y a des médias comme The Kyiv Independent et d'autres qui sont courageux et qui se sont battus notamment pour mettre en avant la problématique de la corruption, qui viennent même de faire tomber le bras droit de Zelensky en pleine négociation. Évidemment, on a vu une petite partie du pouvoir qui commençait à dire « Non, mais quand vous faites ça, les médias, eh bien, d'une certaine façon, vous faites le jeu des Russes. » Et ça n'a pas fonctionné. Une grande partie de la population ukrainienne aujourd'hui, qui quand même vit sous les bombes, eh bien, elle sait que face à la Russie de Vladimir Poutine, une des réponses, c'est de préserver sa liberté de la presse. Et donc Emmanuel Macron, qui passe son temps à vouloir ressembler à Volodymyr Zelensky, il devrait d'abord s'inspirer de l'Ukraine lorsqu'elle défend ses différents médias.